Alors, on va commencer tout de suite par l'alimentation avec l'épidémie de diabète à venir. Alors, il faut savoir que dans, alors, il faut savoir qu'en France, en 2015, 3,7 millions de personnes, 3,7 millions de personnes et prenaient un traitement contre le diabète. Ça veut dire 5,4% de la population. Alors, ce qui est compliqué, c'est pas forcément dans le chiffre total, parce que 5%, c'est pas beaucoup, vous me le concéderez, mais c'est en constante augmentation de 2 à 3% tous les ans, ce qui là commence à être un petit peu compliqué. Évidemment, à ça, il faut rajouter les personnes qui sont diabétiques mais qui ne le savent pas. Alors le diabète, qu'est-ce que c'est? C'est un trouble de l'assimilation du stockage du sucre. En gros, ça produit de l'hyperglycémie, c'est-à-dire que le taux de sucre reste élevé dans le sang. Et une hyperglycémie répétée et prolongée entraîne à long terme une altération des nerfs et des vaisseaux sanguins qui, vous n'êtes pas sans le savoir, sont présents dans tout le corps. Qu'est-ce que ça fait? Ça peut créer jusqu'à de la cécité, une atteinte aux pieds pouvant conduire même à des amputations, des infarctus, des accidents vasculaires cérébraux, des troubles de l'érection ou une insuffisance rénale. Autrement dit, c'est extrêmement dangereux. Alors, l'enquête UFC Que choisir? Le sucre nous gave, qui a été publiée en octobre 2020, a analysé le taux de sucre sur plusieurs années dans 68 produits industriels. Alors leur conclusion, qui est un petit peu cynique, hein, elle dit que la taxe sur les sodas fonctionne. Alors, elle fonctionne parce que le taux de sucre baisse, mais il est remplacé globalement uniquement par des édulcorants qui sont eux aussi dangereux, ce qui est donc inutile. C'est donc comme si c'était absolument rien passé. Autre conclusion qu'ils en tirent, c'est 4 produits sur 68, 4 produits sur 68 ont un taux de sucre en diminution net. C'est-à-dire que on voit très nettement la diminution du sucre dans 4 produits sur 68. Et sur les 4 produits dont la diminution de sucre est nette, 3, je cite, auraient franchement pu aller plus loin. Ils ont vu une différence qui pouvait aller jusqu'à 4 fois entre 2 paquets de céréales, et ils ont même trouvé une différence de 700 entre 2 barres chocolatées. J'ai bien dit 700 entre 2 barres chocolatées. Alors, l'industrie du sucre, le marché du sucre se porte plutôt bien malgré tout. Alors ici, vous voyez les chiffres. En bleu, vous avez donc la production, en rouge, la consommation, en orange, le surplus, et en vert, vous avez les stocks. Alors, il est en baisse dans les pays riches, mais comme je vous l'ai dit, remplacé par des édulcorants. Ce qui n'est pas vendu chez les riches, eh bien, est vendu chez les pauvres. Donc, vous allez avoir une augmentation des produits, du sucre dans les produits dans les pays pauvres. Ce qui fait que globalement, le marché du sucre se maintient à un niveau élevé. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement et du travail, recommande une consommation de maximum 100 grammes par jour. Maximum 100 grammes par jour. En 2007, il n'y a pas d'études plus récentes. Elle estimait qu'il y avait entre 20% et 30% des enfants qui dépassaient cette dose. Alors ça, c'est pour ce qui est, donc c'est 100 grammes pour les sucres totaux, hein. Ça n'est pas à confondre avec les sucres libres, c'est-à-dire l'ensemble en fait des sucres ajoutés. C'est à la fois c'est tous les sucres, y compris en fait les fruits, le jus de fruits et le miel. Alors la recommandation de l'OMS pour les sucres libres, c'est 50 grammes par jour, voire même 25 grammes. En 2007 donc, hein, je vous rappelle qu'il n'y a pas d'analyse plus récente, ça fait quand même 10 ans, quand même, près de 10 ans.
L'apport en sucre libre en France a été mesuré à 52 grammes par jour et par adulte par l'INCA 2, ce qui est une étude pour l'ANS donc. Ce qui veut dire que on était déjà à la limite à cette époque-là. Voilà. Alors j'avais trouvé une proposition dans une pétition. Alors les pétitions, ça sert pas à grand chose, on est d'accord, hein, ça sert même à rien. Mais au moins là, pour le coup, j'ai pu la lire et voilà, elle proposait une taxe proportionnelle au taux de sucre, dans les produits. Alors, heu, moi, je me suis dit que c'était pas certainement pas suffisant. C'est pas une mauvaise idée non plus. Si ça s'appliquait aux édulcorants, ça pourrait éventuellement être intéressant, s'il y avait une taxe proportionnelle, pourquoi pas? Mais je pense il faut réapprendre à manger et à détester ce qui est trop sucré. Alors évidemment, ça signifie qu'il faut que les entreprises et les industriels, ne puissent pas en mettre trop parce que à force d'en manger, de toute façon, même dans des produits qu'on ne soupçonne pas, eh ben, on finit par s'y accoutumer. Il y a évidemment le rôle des parents, mais je dirais que c'est pas seulement, que là, en fait, il faudrait carrément réapprendre à la population entière à manger, des produits, sans sucre. Alors ça signifie aussi retrouver des produits qui ont du goût aussi. J'en parlerai tout de suite après. Alors je suis allé chercher, ce qui se faisait, ce qui avait été proposé sur le sujet. J'ai trouvé une proposition seulement. C'était une proposition de la France insoumise, qui s'appelle la proposition visant à protéger la population des dangers de la malbouffe, qui a été proposée donc en janvier 2019. Alors elle proposait de baisser le taux de sel, sucre, acide gras dans les aliments transformés pour correspondre à ce que proposait l'OMS. Alors l'OMS, je le rappelle, donc propose, pour ce qui est des sucres saturés 50 grammes, voire 25 grammes et l'ANS c'est, 100 grammes en tout, dans l'alimentation de la journée. Elle propose aussi, donc la France insoumise, d'encadrer la publicité alimentaire à destination des jeunes publics et elle propose des cours de nutrition, aux écoliers et aux élèves. Alors, le problème là dans cette histoire, c'est que bon, alors faire baisser le taux de sel, de sucre, alors là pour le coup, je ne sais pas comment ça peut s'organiser. C'est vrai que ça veut dire que les produits ne devront pas correspondre seulement aux normes de l'OMS dans le sens où, aux normes journalières pardon, de l'OMS. C'est que, il faudra faire des normes qui permettent que, heu, ce taux de sucre dans tous les aliments fasse qu'à la fin de la journée, on ne dépasse pas 50 grammes, de sucre ajouté et 100 grammes de sucre en tout. Bon. C'est pas forcément une mauvaise idée, c'est pas forcément une mauvaise idée. Par contre, sur ce qui concerne les cours de nutrition, je me dis que là, à chaque fois, le sucre, c'est plutôt associé aux enfants. Alors que, finalement, je me dis qu'il y a peut-être aussi une question sur les adultes. Parce que malgré tout, les adultes, je suis d'accord, hein, c'est les enfants qui mangent le plus de sucre, qui sont en demande en tout cas du plus de sucre, mais là où les parents demandent à ce que leurs enfants mangent plus de sucre, vraisemblablement, il y a du sucre à la maison. Alors je me dis: «Qui l'achète?» Je me dis aussi: «Qui a fait goûter du sucre aux enfants?» Je me dis, là clairement, je veux dire on voudrait, hein, que les enfants, soient, les seuls responsables, mais il y a pas que. Et je pense que globalement les adultes, alors je parle aussi à toutes les personnes qui n'ont pas d'enfants, je veux dire, si on est tous, honnêtes les uns avec les autres, on mange du sucre et on en mange pas mal. Alors je renvoie personne à sa responsabilité individuelle, hein. Moi je dis que globalement il y a un problème dans la production, mais je pense aussi qu'il faut qu'on apprenne à détester le sucre, ce qui fera aussi qu'on dira aux producteurs, «Moi, je veux pas votre merde», aussi. Alors évidemment, moi, ce que je me dis, c'est, tout simplement, hein, ce qui est mauvais, plus c'est mauvais, plus ça doit être taxé, moins c'est mauvais, moins ça doit être taxé. Donc par exemple, le bio devrait peut-être même être détaxé. Hem
Alors moi, j'avais eu une réflexion parce que je me souviens que quand j'étais, plus jeune, j'avais eu une expérience avec, sur un marché, en fait, il y avait, des gens qui avaient posé une table et qui, donnaient des endives. Et il proposait de faire découvrir comment on pouvait utiliser des endives. Donc globalement, c'était à peu près faire comme du pain en fait avec les endives, c'est-à-dire euh, il prenait par exemple de la salade de fruits, il mettait ça sur une feuille d'endive, donc pour remplacer presque un morceau de pain. Ils avaient une préparation aussi avec fromage blanc et roquefort. Je crois même devait y avoir de la confiture, un truc comme ça. Alors certes, c'est sucré, quoique le fromage blanc et le roquefort, c'est pas sucré. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des légumes, des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger, et surtout pas pour le plaisir, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que topinambour, endive, je sais pas, moi je sais pas qui d'entre vous mange une endive à 4 heures, je suis pas certain. Je suis pas certain que vous en ayez envie. En tout cas, moi ce que j'avais apprécié dans cette expérience, c'était que c'était pas des cours, c'était pas des ateliers participatifs d'associations de je sais pas quoi. On n'était pas dans la pédagogie des gens, parce que les gens comprennent pas assez, heu, l'importance de leur truc. Non, non, c'était quelque chose, comment dire? Comment dire? Bah, c'était plus collectif en fait. C'était des gens, qui étaient personnes, hein, qui étaient même pas, je crois même pas qu'ils proposaient, de vendre quelque chose. Ils étaient juste là à proposer ça parce qu'ils trouvaient ça intéressant et important. Je me suis dit aussi que, faire du jardin, c'était quelque chose qui pouvait, permettre de, d'appréhender le légume autrement. Moi, quand j'étais petit, je faisais du jardin et c'est vrai que je mangeais ce que j'avais, fait parce que bon, je me suis dit, «C'est pas j'ai pas fait ça non plus pour rien». Et je me suis dit que alors oui, c'est vrai que tout le monde ne peut pas faire ça chez lui, alors pour des questions, logistiques qui est que tout le monde n'a pas de jardin, aussi de temps, parce que même ceux qui ont l'endroit pour faire un jardin, ils ont peut-être, pas envie de le faire parce qu'ils ont pas le temps de toute façon. Je me dis que, l'école, ça pourrait être un endroit, très bien pour ça. Alors de toute façon, vous m'entendrez pas dire grand chose de bien sur l'école. Je considère que ce qu'on apprend à l'école, c'est soit des choses inutiles, soit des choses bloquantes dans la vie. Et donc je me dis que dans la mesure où l'école ne sert pas à grand chose, autant qu'elle serve à faire de la bonne garderie, parce que faire du jardin, c'est apprendre quelque chose d'utile. Ce sera toujours utile de faire du jardin. Et une deuxième chose, c'est d'apprendre en fait à bien manger. Et une troisième chose, je me suis dit quand même qu'il fallait quand même rappeler, hein, c'est que les fruits et légumes n'ont pas beaucoup de goût aussi. Je vous renvoie aux caches investigations sur le sujet. Ils ont quand même montré qu'il y avait, alors que quand on dit que les tomates sont de l'eau, ou que les courgettes sont de l'eau, alors moi j'aime pas les tomates, moi j'aime bien les courgettes. Quand on dit que ça a pas de goût, c'est aussi parce on mange pas les légumes normaux, hein. Dans ce cache investigation, ils disent notamment que les semences dites paysannes, alors les semences dites paysannes alors on dit que c'est paysanne parce que, je sais pas, parce qu'apparemment c'est utilisé que par les paysans. En tout cas, ce qui est marrant, c'est que c'est ça les légumes ancestraux. Et les légumes qu'on mange actuellement ont même perdu près de 50 de leur capacité nutritive. Donc non seulement ça a moins de goût, mais en plus, ça nourrit moins. Alors bizarrement, ça signifie qu'on est obligé d'acheter plus, parce que pour manger la même, valeur nutritive de tomate, vous allez acheter une tomate d'un côté, vous allez en acheter 4 de l'autre ou 2 de l'autre. C'est dingue, hein? Eh ben, c'est le monde dans lequel on vit.